Chapitre 6. Activité numéro 2. Est-ce qu'il peut y avoir un mouvement sans force? Le curling est un sport collectif qui se pratique sur une patinoire. Les joueurs doivent faire glisser des palets en pierre munis d'une poignée et faire en sorte qu'ils s'arrêtent le plus près possible de la cible dessinée sur la glace. Lors de la phase 1, le joueur pousse le palet devant lui en suivant une trajectoire rectiligne dans le référentiel de la patinoire. Puis, lors de la phase 2, le joueur lâche le palet qui poursuit sa course vers la cible. Ses coéquipiers frottent la glace devant le palet. Comment étudier le mouvement du palet? Quel est le système dont on étudie le mouvement? Dans quel référentiel étudie-t-on son mouvement? Le système dont on étudie le mouvement est le palet. On l'étudie dans le référentiel de la patinoire lié au référentiel terrestre. Avant le lancer, le palet est posé sur la glace. À quelle force est-il soumis? Lorsque le palet est posé sur la glace, il est soumis à son poids P ainsi qu'à la réaction R de la glace. Le palet étant immobile par rapport au sol, que peut-on dire de la valeur, la direction et le sens de ses forces? Le poids est appliqué au centre de gravité du palet, sa direction est verticale, son sens est vers le bas, et sa valeur est donnée par la formule P est égal M fois G. La réaction de la glace est appliquée à la surface de contact glace-palet. Sa direction est perpendiculaire à la patinoire. Ici, elle est donc verticale. Son sens est vers le haut puisque elle empêche le palet de traverser la glace. Ici, comme le poids est vertical vers le bas, la réaction du support verticale vers le haut, et que le palet n'est soumis qu'à ces deux forces, qu'il est immobile, les deux forces doivent avoir la même valeur. La valeur de la réaction doit être égale à la valeur du poids. En effet, si la valeur du poids était supérieure à la valeur de la réaction, le palet traverserait la glace. Si la valeur de la réaction était supérieure à celle du poids, le palet décollerait de la glace et la réaction disparaîtrait. Ce qui n'est pas le cas. Donc, la réaction a la même valeur que le poids. R est égal à P. Représentez sur un schéma le palet posé sur la glace et les forces qui s'exercent sur lui. On représente le poids au centre de gravité du palet, vertical vers le bas. La réaction du support est appliquée sur la surface de contact glace-palet. Elle est verticale vers le haut. Nous devons tracer le vecteur R de façon à ce qu'il ait la même valeur que le vecteur P. Pendant le lancer, la phase 1. Que peut-on dire de la nature du mouvement du palet pendant le lancer? Le palet a un mouvement rectiligne accéléré. À quelle force le palet est-il soumis? Le palet est soumis à la force de la main, à la réaction R du sol, à son poids P et aux forces de frottement F exercées par la glace. Les caractéristiques du poids sont inchangées. Les caractéristiques du vecteur réaction sont inchangées. Nous verrons par contre quelle doit être la valeur du vecteur réaction. La force exercée par la main sur le palet est appliquée au point de contact main-palet. Elle est horizontale. Elle est orientée vers la droite. Les forces de frottement sont appliquées sur la surface de contact glace-palet. Elles sont horizontales, orientées vers la gauche, c'est-à-dire opposées au sens du mouvement.
Leur valeur est notée petit f. Faites un schéma du palais et des forces qui s'exercent sur lui dans la phase numéro 1. Alors, je représente le vecteur poids, le vecteur réaction. Pour l'instant, sans tenir compte forcément des valeurs. La force exercée par la main sur le palais est appliquée sur la poignée du palais. Elle est horizontale et orientée vers la droite dans le sens du mouvement, alors que la force de frottement est appliquée sur la surface de contact palais-glace. Elle est horizontale et opposée au sens du mouvement. Ici, nous avons deux forces verticales, deux forces horizontales, et la trajectoire du palais est horizontale. Comme la trajectoire du palais est horizontale, les forces verticales doivent se compenser, c'est-à-dire que la valeur de la réaction doit être égale à la valeur du poids. Concernant les forces horizontales, comme le mouvement est accéléré, rectiligne accéléré, il faut représenter la force exercée par la main sur le palais plus grande que les forces de frottement. Les forces qui s'exercent sur le palais se compensent-elles? Bien, nous avons vu que les forces verticales se compensent, donc P annule R. Il nous reste la force de frottement et la force exercée par la main sur le palais. Ces deux forces sont horizontales, mais n'ont pas la même longueur. Elles ne se compensent pas. Donc, la somme des quatre vecteurs force n'est pas nulle. Les forces qui s'exercent sur le palais ne se compensent pas. Phase 2. Quelle semble être la nature du mouvement du palais dans le référentiel de la patinoire? Le mouvement du palais semble être rectiligne, uniforme. C'est-à-dire qu'il se fait à vitesse constante. À quelle force le palais est-il soumis? Dans le référentiel de la patinoire, le palais est soumis à son poids P, ainsi qu'à la réaction R de la glace. Les coéquipiers du lanceur frottent la glace devant le palais pour minimiser les forces de frottement de la glace sur le palais. Donc, on considérera que les forces de frottement de la glace sur le palais sont négligeables. Attention, comme le joueur a lâché le palais, il n'exerce plus de force sur le palais. La force de la main sur le palais n'existe plus. Il n'y a plus donc de force de lancer. La force de lancer est une force de contact, elle n'existe que durant le laps de temps où le joueur est en contact avec le palais. La force de lancer a servi à communiquer de la vitesse au palais. Faire un schéma du palais et des forces qui s'exercent sur lui dans la phase numéro 2. Le schéma du palais et des forces qui s'exercent sur lui dans la phase numéro 2 est identique au schéma lorsque le palais est immobile. En effet, le palais ici n'est soumis qu'à deux forces. Elles sont verticales. Le mouvement est horizontal. Donc, pour que le mouvement soit horizontal, il faut que les deux forces verticales se compensent. La valeur du vecteur poids doit être égale à la valeur du vecteur R. Pourquoi le palais finit-il par s'immobiliser? Dans la réalité, le palais finit par s'immobiliser car il est soumis en fait à des forces de frottement certes faibles mais non nulles. Ces forces de frottement ralentissent le palais qui s'immobilise par la suite. Conclusion. Le principe d'inertie. Deux théories se sont opposées quant aux relations entre les forces et les mouvements. Selon le grec Aristote, un corps est en mouvement rectiligne uniforme à condition qu'une force s'exerce sur lui, afin d'entretenir ce mouvement. Selon l'italien Galilée, il n'est pas nécessaire d'exercer une force pour maintenir le mouvement rectiligne uniforme d'un corps. Lequel de ces deux savants a raison? Tout d'abord, dire qu'un objet est soumis à des forces qui se compensent revient à dire qu'il n'est soumis à aucune force, puisque
Lorsque les forces se compensent, la somme des forces équivaut au vecteur nul. Certes, lorsque le palais était immobile, les forces se compensaient. Mais nous avons également vu la situation où, lorsque le palais est en mouvement rectiligne uniforme, les forces se compensaient également. Ainsi, bien que les forces se compensent, le palais est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ainsi, Galilée avait raison, contrairement à Aristote. Isaac Newton formula en 1686 le principe d'inertie, encore appelé première loi de Newton. L'énoncé du principe d'inertie commence ainsi. Lorsque les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, ou quand il ne subit aucune force, il est alors complété cet énoncé. Eh bien, le principe d'inertie ou première loi de Newton s'énonce ainsi. Dans le référentiel terrestre, lorsque les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, ou quand il ne subit aucune force, il est alors soit immobile, au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. La réciproque est vraie.